des surnoms suivants: BDD, Boom Diesel, The Beer, Too Easy, un mec qui est originaire de Californie, mais qui a tout l'aspect d'un bon basketteur new-yorkais d'ailleurs, qui a une très bonne réputation à New York. Ah Malheureusement, oui, oui. il a encore fait partie, comment je qualifiais déjà, ouais, de la maison de retraite Knicks. Oh, t'es méchant, t'es méchant. Là où il a pu terminer sa carrière, malheureusement, bon, dans des circonstances un peu compliquées, bon, on reviendra dessus. Mais c'est un joueur que j'adore, Ah oui, que tu adores, Baron Davis. que tu adores. Ah, Baron fan. Davis. Pourquoi t'as craqué d'ailleurs? Qu'est-ce qui te fait craquer chez lui? C'est son C'est le flow, bandeau, son c'est le style. bandeau. C'est le bandeau. Le bandeau pour un bandeur. Ouais, là, c'est ça. Quand on était petit, si t'avais un bandeau, ça voulait dire que t'étais fort au basket, wesh. C'est On est ça. d'accord. On T'es est fort au d'accord. basket si t'as un bandeau autour de la tête. Et C'est ça, après, t'as eu la c'est coupe. comme le arm sleeve d'Iverson, c'est pareil. Bah oui. Ah oui. Ah, ça, Alors c'est le. si t'avais le bandeau plus les traits, c'était un génie même. Non, non. Ah, tu gérais toutes les métisses du quartier, hein. Franchement, ça, c'était pas un. Mais, Baron Davis, les gars. The Baron. The Beard. Franchement, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, ça, c'est Baron aussi, hein. On apprend, ça y est, on sait enfin. Ouais, ouais, On on connaît la sait, on sait. vérité. Oh, c'est l'une des vérités. Moi, en tout cas, ce que j'ai kiffé chez lui, c'est son numéro 1, frère. C'est significatif, hein. Le mec, il porte le 1 comme Tracy McGrady. Bon, les deux, malheureusement, les blessures ont fait mal. C'était les Mais, premiers pour les blessures. voilà. Est-ce que tu te lâches, hein? Ah, on va Tu se On te ne vient lâches, lâcher. hein? jamais. On va se lâcher. Quand faut lancer une crotte de Natimac, je suis toujours dans les parages. Eh Ouh. ouais, Tiens, d'ailleurs, numéro un, comme le first ballot hein, au Hall of oh. Fame. D'ailleurs, Mm. on va s'en occuper de Tracy McGrady. Mais avant ça, on aborde le cas de Baron Davis. Qu'est-ce qui t'a fait kiffer, toi, Samuel? Bah, je l'ai dit, hein, le bandeau. Après, j'aimais bien son côté, moi, dynamique. Je trouvais qu'il ramenait une énergie, il était crosseur, il avait pas peur d'aller vers l'arceau, et puis c'était un sacré dunker aussi, hein. Oh, oh, purée. Et du coup, pour le show, moi, ouais, c'est ça, c'était ce côté meneur dynamique. Moi, c'est un meneur que je kiffais, hein, Baron Davis. Puis le nom, en plus. Le nom, il est Ouais. stylé aussi. Ouais, Baron non, Davis. Tu vois, il a du flow. il s'appelle pas Michael Johnson, tu vois. Il s'appelle Oh, oh, Baron oh, Davis. oh, 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 Michael. Ouais. Mais voilà, quoi. C'est ce que j'ai aimé. En plus, dans la même draft, il y avait aussi Steve Francis qui a été drafté une place avant lui, qui était un peu dans le même style de joueur, mais plus peut-être un peu plus borderline. Et non, mais c'était une draft sympa, hein, cette draft. Il y a aussi Elton Brown et Lamar Odom. Richard Avant même Hamilton, d'évoquer, franchement, avant c'était une draft d'évoquer sympa. la, alors, avant d'évoquer la draft 99, sur lequel on va forcément donner un petit mot là-dessus, comme tu l'as dit, Samuel, son enfance, Vlad, t'as des petits mots là-dessus, parce que ça a démarré quand même tôt, hein, le nom Baron Davis, hein, ça commence à bien résonner pour certains et certaines. Ouais, bah surtout à UCLA, hein, voilà, il fait quand même une bonne carrière, on va dire universitaire là-bas. Et moi, la seule chose dont je me rappelle vraiment de son passage à UCLA, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'action où il est en contre-attaque, où il Ouais. fait sa feinte de passe dans le dos pour aller claquer un Ah, Thomas. purée. Hop, 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 hop. C'est son go-to move hein, en soi, hein, parce il le faisait quand même assez souvent, hein, cette feinte de passe dans le Ouais. dos. Et oui, après, voilà, il fait quand même une bonne carrière universitaire à UCLA qui lui vaut du coup en effet son troisième pick à la draft 99, tout à fait. Alors c'est important quand même de mentionner ça par rapport à son circuit universitaire. Première année, freshman à UCLA, monsieur était quand même vraiment demandé, hein. C'est-à-dire, il a fait une très bonne partie lycée, sa carrière en tant que high school, bien entendu, à Santa Monica. Il enchaîne à UCLA, il avait pas mal de demandes hein, dans le pays, hein. Donc, l'université de Kansas City, Georgia Tech, le mec est également demandé, je crois, à purée de patate, là, j'ai oublié le nom de la fac, enfin bref, peu importe. Le mec, il est grave chargé au niveau des demandes. Georgia Tech, Kansas et Duke, bien sûr. Là, bah oui, comment oublier Duke, évidemment. Et malgré ça, il choisit de rester à UCLA pour rester proche de sa famille et notamment de sa grand-mère qu'il a clairement poussé au cours de toute sa carrière. Il a toujours honoré cette femme qu'il a clairement mis en avant pour ses talents de basketteur, Madame Leila Nicholson, pour la petite histoire. Et en effet, il se blesse gravement. Alors lui, c'est les genoux, les gars, c'est les genoux. Parce que concrètement, rupture des ligaments croisés. Et le pire, c'est qu'à la deuxième année, ça, c'est vraiment pour dire que la jeunesse, ça se joint. Kylian Mbappé, actuellement, s'il se blesse, c'est maintenant, hein. Parce que ce qui se passe,
c'est que le mec, rupture des ligaments, il revient très rapidement pour sa deuxième année, en tout cas au cours de deuxième année à la fac. Ça se passe très bien et il s'inscrit très rapidement pour la draft 99. Vous avez des petits mots par rapport à ça ou... Bah, la blessure au genou, la première d'une longue série qu'il va avoir. Ça s'explique par son jeu. Ça s'explique par son jeu qui est basé sur le côté athlétique. Et comme tu l'as dit, quand on est jeune, on arrive à s'en remettre, mais plus il va vieillir et plus ça va être compliqué pour lui après de se Aïe, remettre de aïe, ce aïe. type de blessure. C'est un peu ce qui s'est passé avec Derrick Rose Mhm. pour se garder et qui maintenant a compris qu'il fallait qu'il change son style de jeu pour pouvoir durer. Parce que Pas le choix. si tu forces sur ton jeu athlétique et que ton corps ne suit plus, ta carrière elle va s'arrêter plus tôt que prévu. Et Exactement. Baron Davis, il a réussi là, à s'en remettre en étant plus jeune, mais plus tard, on va voir que ça va lui jouer des tours. Aïe, aïe, aïe. Vlad? C'est ça. Bah, surtout, oui, bah, de toute façon, en effet, hein, c'est vraiment le récit de sa carrière, malheureusement, ce sont les blessures. Mais malgré ça, il a quand même, malgré toutes les blessures qu'il a eues entre les genoux et Le dos, notamment le dos, Le surtout dos. aussi, Le dos. voilà, le gars a quand même une carrière qui est de 13 ans à peu près, ouais, 12 ou 13 saisons, je sais plus exactement, mais bon, c'est 99-2012. voilà, 99-2012. donc ça, voilà, ça fait 13 ans, ouais. Donc tu dis que bon, le gars a quand même réussi à bien tenir le coup. Après, en effet, il y a eu aussi des contextes et des timings qui ont fait qu'il a pu notamment exploser. Ah ben, en parlant d'exploser, on va rapidement rentrer sur la draft 99, donner un petit mot que Samuel avait déjà énoncé. On a affaire à quand même à une très belle draft quand même, hein, où on était assez déçus après cette fabuleuse draft 96. Concrètement, entre 96 et 2003, on est dans une période un petit peu difficile au niveau des drafts. On n'ira pas sur la draft 2000, messieurs, c'est pas le sujet. Mais la draft 99, il y a quand même de beaux éléments parce que elle a 2000, il y a de ces mecs claqués. la 2000, c'est la plus nulle de l'histoire, la 2000. Mais elle est grave naze, frère. Samuel, elle est catastrophique. Stroll My Swift, Stroll. Il y a Stroll My Swift, il y a des mecs vraiment flingués. Je crois qu'il n'y a pas Darius Miles aussi. Oh, Euh, purée, je crois. en fait, c'est une draft où t'as que des dunkers, t'as rien d'autre. Kenyon Martin, c'est le premier choix de Kenyon Martin, imagine le reste. Ah, mais Et que je regarde et je vous dis des noms vite fait. Hein. Ethan Thomas, Courtney Alexander, ah ouais. Ethan Thomas. Desmond Mason, Quentin Richardson, j'ai une draft de bandeurs. Il y a que qui. Ouais, franchement, ouais. De bandeurs, c'est trop. Non, la draft, elle est incroyable celle-là. On dirait c'est un clip de Kelly, de frères. Ils sont à la plage, frère. Il n'y a que ça avec des meufs. Ah ouais, avec Cisco. Ouais, Cisco, poteau. Non. La draft 99, c'est un autre niveau quand même. On peut voir, il y a Rip Hamilton, Lamar Odom, Sean Marion, Jason Terry, Corey Maggette, Ron Artest, ouais, James Posey, Kirilenko, qui était arrivé avec une étiquette énorme aussi, et puis surtout Manu Ginobili. Ah, ben ça, c'est la trouvaille. C'est la trouvaille. Et il y a quand même aussi, attends, il y a qui aussi? Il y a Fred Weiss qui avait été drafté dans cette draft, ouais, qu'on n'aura jamais vu au final. Et puis il y avait mon Laker, Devin George. Et tu Ouais, forces. il y a quand même aussi un petit chouchou, je pense, de toi, un de tes petits chouchous, Damaz, en 5e position. Jonathan Bender. L'élément qu'on disait qu'il était supérieur à Kevin Garnett. Concrètement, il a Jonathan Bender, du coup. Oh, non, mais concrètement, on a bien joué ce carte-là parce que ce mec, il sort de high school. On a tout donné comme quoi que c'était un bête de mec, ouais, supérieur à Kevin Garnett. Franchement, les Spurs, enfin les Raptors qui l'ont drafté et après qui a été échangé avec Anthony Davis à Indy, il y avait une grosse pub là-dessus. En tout cas, pour revenir à notre Baron Davis chéri, il sort en 3e position et drafté par les Hornets de Charlotte. À cette époque, c'était plutôt quoi pour vous, Charlotte, à cette époque, un petit peu avant de briefer sur le début de carrière de Davis? Bah pour moi c'était le flow, j'aimais bien le maillot, j'aimais bien le logo en forme d'abeille, c'était un truc. Puis il y avait eu Alonso Mourning, il y avait eu notre ami comment il s'appelle Larry, il y avait déjà Jamal Mashburn ou pas encore là? Si, il y avait eu Jamal Mashburn. Oui, il y avait Jamal Mashburn qui arrivait. Si, Jamal Mashburn, il arrive en 2000, juste l'année d'après, normalement. Ouais, il y aura Jamal Mashburn après, donc à l'époque, ouais, non, ouais, Jamal Mashburn, ça arrive après, parce que justement c'était le duo avec Baron Davis. Mais
Non, ouais, c'était une équipe qui avait du flow, hein, les Hornets. Puis il y avait aussi notre Little Man Bugs. Moxie. Ouais, Muggsy Bugsy. Bogues, Donc, yes. c'était non, c'était une équipe stylée, c'était le swag un peu. Exact, exact. Les Toi, performances de. bizarrement, on parle Ouais. beaucoup de swag avec toi, hein. Avec moi? Mais parce que lui-même, c'est un bandeur. On Mais aime bien bien sûr, les équipes de vendeurs avec Lui-même, toi, c'est un hein. bandeur. oui. Il Attends, supporte les Lakers, il je supporte supporte les l'Inter, frère. Lakers, ouais. Tu veux, Et, puis, frère. et à l'Est, je suis pour l'équipe championne des bandeurs, New York Knicks, hein, comme notre ami Brice. Waouh. Moi, En je suis un tout mec des cas, grandes. Je suis pas un pecno, moi. ça c'est C'est pas un sûr, mec ça. de l'Indiana, toi, ça se voit, hein. Voilà, arrêtez Ouais. vos conneries. Arrêtez vos Les conneries, les paysans. gars. Commencez pas à chauffer, les gars, parce que c'est pas le sujet. En tout cas, Baron Davis, première saison rookie, il démarre sur le banc. Il fait 82 matchs en cours de saison régulière, pas de souci avec ça. Cependant, il démarre sur le banc et il fait On une peut se dire première que c'est un saison. flop, hein, au début. Au début, il y a des attentes qui peuvent se dire Pour que un par rapport troisième, aux autres joueurs de sa draft, qui sont par rapport draftés à au un même poste, troisième, par rapport à un mec qui est troisième de draft, on s'attend pas à ce qu'il soit à 6 points par match quand même, bah ouais, hein. hein. Surtout que derrière, t'as André Miller, Jason Terry, qui ont été draftés derrière lui, par exemple, au même poste, et qui C'est font des ça. meilleures saisons. Ouais, tu t'attends pas à ce que le mec il a des chiffres comme ça. Là, tu penses quoi du début de carrière de Mr. Davis? Bah, c'est compliqué. Alors, on qualifie sa première saison, on va dire, de décevante, mais c'est surtout que derrière, c'est Paul Silas en fait qui ne lui fait clairement pas confiance. Tout à fait. C'est surtout ça, donc sur lequel il termine, bah voilà, il termine sur le banc pour toute la saison. Après, par contre, il a réussi directement sur sa saison de sophomore, donc à passer de 6 points à 14. Exceptionnel. Suite à un concours notamment de circonstances, parce que tu as notamment Eddie Jones, d'ailleurs on a oublié de Hmm. le mentionner, qui part au Heat Hit. au Heat de Miami. En échange, ouais. Voilà, c'est ça en échange. Derrière, il y a aussi Jamal Mashburn qui arrive, mais je crois que c'est sur cette saison-là, qui se blesse assez rapidement Ouais, aussi. ouais. Donc Une il y a blessure besoin, voilà, sérieuse, hein. voilà, c'est ça, grosse blessure. Et c'est là, voilà, il y a besoin de quelqu'un pour prendre en effet les rênes de la franchise. Et pour le coup, Baron s'en occupe très bien. Bah, en plus de ça, ce qui est bien à mentionner, c'est que les stats de Baron se multiplient pratiquement toutes, hein, au cours de cette saison 2000-2001, où il fait certes 14 fois par match, mais également 7 passes décisives pour une deuxième saison, sans compter les 5 rebonds. On a affaire à un joueur qui est quand même complet, sans oublier bien entendu sa qualité en tant qu'intercepteur. Il finit avec 2 steals par match au cours de cette saison 2000-2001, où il va en effet emmener les Hornets en playoff, bien entendu, en sortant au premier tour un certain Tracy McGrady du Magic d'Orlando, qui souffre également de l'absence de Grant Hill. Hein. Comment se passe, Samuel? Je te sens arriver. Je te sens. Je t'ai senti démarrer après que tu dises ça. En tout cas, Baron Davis, alors, ce qui est important, c'est qu'à Charlotte, il est toujours en playoff. En 2000, il est au premier tour face aux Sixers de Allen Iverson, sorti au premier tour. Ensuite, en 2001, il fait une fabuleuse série face aux Bucks de Milwaukee, de notre très cher Rafik National. Et concrètement, ça se joue à rien, hein, Vlad, hein, au cours de cette série de 2001. Ça se joue en 7 matchs, hein, c'est ça, cette série, hein. Exact, hein, 7 matchs. Hein. Tout à fait. Ouais, complètement. Et oui, là, en effet, c'est parce que c'était un peu les Bucks à l'époque. C'était quand même un peu l'ogre de l'Est, hein, à ce moment-là, hein, vraiment tout début 2000, avec voilà une équipe qui fait quand même rêver, même à cette heure-ci, hein, qui était vraiment une équipe dure. Et non, et franchement, les Hornets n'ont clairement pas démérité sur cette série, hein. Pas du tout. Samuel, tu as un mot à dire par rapport à notre Mr. Davis en playoff? Ben, il montre que ça peut être un leader, hein, malgré son jeune âge. Il n'a pas un effectif pléthorique, mais il réussit déjà à qualifier son équipe en playoff. Donc, je trouve que ça montre que le mec, il a du mental et que c'est un leader. Et en plus, comme tu l'as dit, il est bon sur tous les côtés du terrain. C'est un bon organisateur, c'est un bon dunker. Il shoot bien à 3 points, il sait défendre. Il est vraiment bon partout. Donc, c'est ce que je retiens de ce début de carrière. Puis après, il y a le pire choix qui pouvait y avoir, qui pouvait se passer à cette époque-là. Les Hornets déménagent sur la côte ouest, et sur la côte ouest, ça va être autre chose. Alors, un petit point avant de signaler ça, Samuel, c'est qu'en 2003, la saison 2002-2003, les Hornets partent à New Orleans, mais les New Orleans sont encore à l'Est. Hein. Ils affrontent en effet au premier tour ce game face à Dwayne Wade, le Dwayne Wade et Lamar Odom, hein, premier tour 2004, hein, des playoffs 2004 à l'Est. Une très très belle série. Le Heat les sort, hein, le Heat les sort 4-3.
Ouais, voilà, 4-3 avec un super duel entre Dwayne Wade et Baron Davis. Je vous invite clairement à regarder cette rencontre. On a affaire à une confrontation vraiment très intéressante. Chaque équipe l'a emporté à domicile. Et le Heat, qui avait l'avantage du terrain 4-5, au terme de position au classement à l'Est, ben, l'emporte au match 7, justement, de cette rencontre vraiment clé par rapport à l'avenir des New Orleans. Parce qu'en effet, à l'été Et du 8 2004, aussi. et du 8, bien sûr, qui vont en demi-finale et qui vont se faire frapper par les Pacers au 4-2 en demi-finale de l'Est. Mais concrètement, le Heat se positionne. Et côté New Orleans, on commence à se dire, ça fait 2 demi-finales de conférence Est de suite. Ils se font battre par les Bucks par mérite, hein, comme tu l'as dit, Vlad. Mais en 2002, ils se sont fait battre aussi par les Nets de New Jersey avec notre fameux Kenyon Martin, hein, qu'on salue. Ils l'ont emporté 4-1. C'était vraiment assez difficile pour les Hornets. Et là, en effet, été 2004. Ils se barrent, les gars. Comment ça se passe, ce changement à l'Ouest? Comment, Vlad, tu l'as signalé, toi? Oh, bah, l'adaptation est elle est quand même très compliquée, hein. Sachant que les résultats ne sont clairement pas au rendez-vous et c'est ce qui va, notamment en 2005, causer le trade, hein, de Baron Davis. Alors, en plus, la contrepartie à Golden State, laisse tomber. Bah, pour le coup, tu te dis que Davis a clairement pas été respecté, sachant qu'en plus, au passage, il a été All-Star aussi en 2002 et en 2004. Donc, Franchement. voilà, c'est Et, ça. Ils envoient Speedy Clarkson et Dale Davis, quoi, Et Dale pour Davis, rappeler. voilà. Tout C'est ça vraiment un parce que, trade. Vas-y, tout ça Vlad. parce que Baron Davis ne méritait que cette monnaie d'échange parce qu'il était énormément blessé. Exactement. En parlant des blessures, Vlad. Non, Rafi et Samuel, pardon. Oula. Bah, ouais, il a sa blessure, notamment, il a des blessures souvent dans la saison, puis il y a aussi des tensions avec les dirigeants aussi. Ah oui. Ça se passe pas bien avec les dirigeants, et d'ailleurs, à l'époque, quand ce transfert il a eu lieu, ça a fait un gros bordel, hein. Mais bon, après, il se retrouve à San Francisco, il rejoint Jason Richardson, donc on sait qu'il va y avoir du spectacle à l'époque, et moi je vois ça comme bienvenu, ce trade. Quand je sais qu'il va y avoir les deux dans la même équipe, je me dis que je vais m'éclater. T'es vraiment un homme en paillettes, hein, toi, franchement. Ah, On peut tout à facilement fait. t'impressionner une En fois fait, qu'on est dans les c'est airs. ça. Une fois qu'on est dans les airs, moi, mon esprit de bandeur ressurgit. Bah, alors, pour parler des blessures, il faut quand même signaler que Baron Davis a fait très peu de saisons complètes à 82 matchs de saison régulière. Concrètement, la saison 2002-2003, il fait donc 60 matchs, saison 2003-2004, 67 matchs, et la fameuse saison où les New Orleans part à l'ouest parce que les Bobcats arrivent en NBA. On se demande pourquoi. Une super idée, ça aussi. Vraiment, eux-mêmes, il faut leur faire un podcast, hein. Il faut les finir, ces mecs-là. Parce que les conneries qu'ils nous ont fait avec Adam Morrison, enfin bref, c'est un autre sujet. 18 Et Mike rencontres. Okafor aussi. Et Okafor, qui a été même rookie de l'année devant Dwight Howard. Franchement, faut le dire, hein. 18 rencontres jouées par Baron Davis au cours de la saison 2004-2005. Embrouille avec Paul Silas, notamment au travers des différents rôles à jouer. D'ailleurs, même les embrouilles datent même d'un peu plus de quelques années. Et ce départ à Golden State, la première saison, concrètement, c'est une saison trompe-œil. 28 matchs, il fait quand même 19 points de moyenne. Mais c'est surtout la saison 2005-2006 où ça commence un petit peu à s'affirmer. 17 points, 8 passes de moyenne, 4 rebonds, bien entendu. Mais sans compter ensuite la saison 2006-2007, Vlad. On est obligé d'en parler un tout petit peu quand même. Pour saliver nos petits. On va en parler plus précisément plus tard aussi. Ouais, un peu On est plus obligé. tard. Je crois qu'il y a un petit épisode qui est prévu sur l'époque We Believe de Golden State, mais bon, on n'en dira pas trop non plus. On va laisser un peu le teaser vis-à-vis de ça. Mais Voilà. coucou à toute la Dome Nation. Oui, non, la saison, par contre, cette saison-là, voilà, Baron Davis commence vraiment à monter en régime. Il est à peu près à 22 points, 7,5 passes, quasiment 5 rebonds, et aussi très bon à l'interception, hein, à 2,3 interceptions. C'est le meilleur intercepteur de la Ligue, hein, cette saison. C'est le Voilà, meilleur. c'est ça. C'est ça, meilleur intercepteur, surtout dans une conférence Ouest, voilà, qui reconnaît la conférence Ouest depuis quelques années maintenant, depuis à peu près 15 ans. C'est vraiment les grosses écuries et voilà, il arrive quand même à se montrer malgré la saison, malgré les grosses écuries que tu peux avoir avec, pas trop les Lakers à cette époque, mais c'était surtout le Texas où ça discutait pas mal et aussi un peu dans l'Utah. Après, il faut rappeler aussi qu'il y a eu des arrivées importantes, hein. Il y a Al Harrington, Stephen Jackson, il y a aussi le jeune Monta Ellie qui est là. T'as un 5 quand même, en termes de show.
Stephen Jackson, Baron Davis, Jason Richardson, Al Harrington, Monta Ellie. Moi, je me suis régalé. Hein. Sur le banc, t'as Matt Burns, t'as Michael Pietrus, notre ami Air France, qui ramène toujours son peps et sa dynamique aussi dans cette équipe-là. Qui a fait une belle carrière, Mike Pietrus. Franchement. Et donc aussi, il y avait notre ennemi juré des Français, Jazik Evicius, sur le banc. Ah, Sarunas. Quand même. Un sacré joueur. Hein. Audace. Et au final, ils font cette surprise, premier tour des playoffs, ils sortent les Mavs de Dirk. Les finalistes de la saison précédente, donc c'est un sacré coup. Hein. L'un des plus gros upsets de l'histoire en plus. Tout à fait. On aura vraiment le temps de bien détailler ça. Hein. Franchement, pour notamment nos jeunes auditeurs et les nostalgiques de la NBA 2000, franchement, on est obligé de revenir dessus. Et là-dessus, Baron Davis sera bien entendu le point d'ancrage. Alors, la suite de sa carrière par rapport à Baron Davis, la saison 2007-2008, il ne parvient pas en playoff à nouveau avec les Warriors. Pardon. Pourtant, ils font une belle saison. Oui, ils font une très belle saison, les Warriors. Concrètement, ils sont une très belle lignée par rapport à ce qui s'est passé l'an passé, mais l'Ouest a un tel niveau que même faire une saison à plus de 50%, ce n'est pas synonyme d'aller en play-off. Et concrètement, ça va faire clairement souffrir Baron Davis, ce qui va même amener à l'été 2008 de retourner à la maison à Los Angeles, Vlad. Oui, c'est le début, on va dire le début un peu du renouveau des Clippers, qui avaient aussi connu une belle campagne. C'était quoi? C'était en 2006 ou 2007, je ne sais plus exactement. 2006. On va revenir dessus également. On va revenir dessus. Voilà, qui avait fait une belle campagne, mais voilà, les Clippers avaient besoin d'un bol d'air frais. Et honnêtement, le passage de Baron Davis aux Clippers était très correct, sachant que ça a été aussi par la suite les débuts, notamment du trio avec à la fois DeAndre Jordan et Blake Griffin lorsqu'ils sont arrivés dans la Grande Ligue. Et c'est là que le surnom de Lob City était arrivé. Exactement. Samuel, toi qui aimes bander. Quand il arrive à la base, il arrive pour jouer avec... Ah, mais c'est dans une équipe que je déteste, donc ça marche pas. Ah, donc, zut. Il arrive au départ pour jouer avec Elton Brand, hein, qui est d'ailleurs de la même draft que lui, mais qui au final se barre au dernier moment aux Sixers, et Davis lui se pète. Donc au final, je crois que c'est la plus mauvaise saison qu'il fait de sa carrière depuis son année rookie. Et au final, cette saison-là, c'est une vraie catastrophe. Hein. Il y a une vraie chute. Hein. Il y a une vraie chute en termes de stats pour Baron Davis. Hein. Il fait 22 points concrètement au cours de la saison 2007-2008 et il finit avec 14 points de moyenne, même 14,9 pour être plus précis. 7 passes D, 3,7 au rebond, il n'y a pas de souci. Mais Baron Davis fait 65 matchs. Il retourne dans ces saisons avec ses blessures récurrentes. Bon, après la saison 2009-2010, il a 75 matchs joués, mais concrètement, l'effet des blessures et à mon avis, l'hygiène de vie de Baron Davis doit pas être exempt de tout reproche. Hein. Monsieur, à mon avis, doit bien savoir s'amuser. Et concrètement, la période Clippers... Ce n'est que spéculation. Ouais, ce n'est que spéculation. Je parle au conditionnel. Mais concrètement, c'est très facile de s'amuser. Mais la période aux Clippers est décevante quand même. Moi, je m'attendais à mieux, hein, même en termes de choix de carrière. Je ne sais pas pour vous. Mais ça a pas un peu. Je pense qu'il voulait... en fait, c'est qu'il arrive là-bas, il retourne à la maison. C'est souvent la fausse bonne idée. Je viens de Los Angeles, donc je retourne là-bas et je vais tout péter. Et au final, les mecs, quand ils retournent là-bas, ils pensent à autre chose qu'au basket et ça se passe pas comme prévu, quoi. Je trouve que c'est la fausse bonne idée de vouloir jouer de là où on vient quand on est en NBA, souvent. Être proche de ses amis, de sa famille. Ça me rappelle quelque chose qui s'est passé récemment, là, d'ailleurs. C'est avec quoi? C'est Kawhi Leonard, je crois qu'il voulait retourner aux Clippers. Ouais, et Paul George aussi. Direct, les gars. Les deux, direct, vous les clashez. Il y avait eu Paul Pierce aussi. Il y avait eu Paul Pierce qui était parti au Clippers. C'est différent. Paul Pierce, c'est différent. C'était pour fermer la boucle, je crois, un truc comme ça. Pour jouer avec Doc Rivers, c'était surtout ça. Mais après, c'est des mecs de Los Angeles aussi. C'est compréhensible. En tout cas, par rapport aux Clippers, embrouille également avec le board, hein, à nouveau, avec un certain Donald Sterling, je crois. Est-ce que vous vous souvenez de ce personnage? Ouais. On va passer. Sans commentaire. Par le 19 décembre 2011 aux Cavs de Cleveland. Concrètement, les Cavs ne veulent pas de lui. Hein, le tour de draft était clairement l'élément majeur. Et ils vont même drafter un joueur qu'on connaît tous, Uncle Drew, appelé Kyrie Irving chez les Cavs au travers justement de ce trade de Baron Davis qu'ils vont mettre dehors. Concrètement, ils vont vraiment le mettre dehors. Et 19 décembre 2011,
il arrive enfin. Alors, c'est février 2011 qu'il arrive aux Cavs. Et décembre 2011, il arrive à New York. Dernière saison, baroud d'honneur, Vlad. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce passage à New York? Oui, alors oui, je pense baroud d'honneur, mais ça a été aussi, je pense, ça a pas été tout mal hein, à New York, sachant qu'en plus c'était en plein sur la grande vague de la Linsanity, donc Exact. de Jeremy Lin, pour qui Baron Davis a quand même été un minimum, on va dire, un mentor avec aussi Mike Bibby, si je me rappelle bien. Tout à fait. Donc non, c'est pas mal. Hein. Franchement, les Knicks, pour le coup, sur cette saison-là, ils sont quand même plaisants à regarder. Exact. Avec voilà, il y avait Melo, Stoudemire, il y Oui. avait oui non, t'avais quand même un effectif Steve Landry Novak, Field. Landry Fields Landry aussi, Field. voilà, je cherchais Ouais. son nom et Ouais. ouais, Jared Jeffries, etc. Bon, enfin bref. Mais voilà, ils font une saison qui est très correcte, hein, qui se qualifie pour le premier tour face au Heat. Et là, malheureusement, arrive le drame. Samuel. Oui, il arrive le drame parce que déjà, il tombe contre ton équipe de bandeurs, là, et qui va finir champion NBA. Ça va, ça Et, va. et après, du coup, rupture du ligament, de la rotule, et puis là, c'est la fin. Non, ouais, Ligament vraiment. croisé, à son âge, ça y est, c'est Non, fini. clairement, Un c'est an la fin. enfin, c'est fini, un an de blessure à se soigner. Puis au final, il fera juste un retour en D-League et puis on le reverra plus. Alors, il a fait le petit Big Tree monté par Ice Cube. Là, tu te souviens, je crois, de cette petite période avec pas mal de joueurs NBA 2000, justement, à qui nous rendons hommage au travers de notre podcast. Il fera une petite apparition, bien entendu, mais concrètement, c'est la fin pour Baron Davis. Oui, c'est clairement la fin, sachant qu'il devient même plutôt, on va dire, influenceur de barbe qu'autre chose On est d'accord. sur les dernières années. Mais après, c'est bon, il a quand même réussi aussi à bien se reconvertir en étant notamment de temps en temps consultant pour NBA TNT, je TV, crois. Ouais, voilà, ouais. il fait des podcasts, etc. Et bon, il a l'air de très bien, voilà, il est en Californie, tu vois très bien même au travers de ses vlogs, etc. Que bah, il vit sa vie quoi et c'est voilà il vit une retraite pépère quoi. Il a pas gagné de titre NBA, mais il a géré Lauren London. Faut quand même le signaler. Ouais. Bah tiens, Samuel, dis-nous, qu'est-ce que tu retiens de Baron Davis, tes éléments forts, les points faibles, un dernier mot par rapport à ce Ben, fabuleux joueur des années mis 2000. à part Lauren London, moi c'est un gars que j'ai beaucoup aimé, hein, je le dis. Je pense que il y avait, il y avait possibilité de faire mieux. Je pense qu'il avait le talent pour faire mieux et que des mauvais choix de carrière ont, peut-être dû à son comportement et à ses blessures, l'ont un peu biaisé. Comme beaucoup de meneurs à l'époque, il me fait penser au Marbury, au Arenas, au Steve Ouais. Francis, tous ces mecs-là qui avaient un talent de fou et qui au final n'auront pas fait des immenses carrières. Mais au moins, j'ai envie de dire que Baron Davis, notamment avec We Believe, aura marqué son empreinte en NBA et fait partie d'une équipe qui a quand même, pour moi, révolutionné le basket. Tu le places où dans ton top 5 meneur? Tu mets Je qui le, devant lui? je le mets pas dans le top 5, mais il est pas loin, quoi. Je mets les classiques, hein. Je mets ceux qui ont gagné, quoi. Billups, Kid Nash, bon, Nash l'a pas gagné. Et tu Euh, vois, Ouais. il est tellement Parker, fort qu'on le met dedans. Tellement fort que tu le Parker, mets devant. et après, je le mets derrière avec, on va dire, comme je te dis, dans la catégorie Marbury, Arenas, mais j'ai quand même plus d'affection pour lui que les autres cités. Que Vlad, ce soit Marbury ou Francis ou autre, quoi. bah, Vlad, tu le places où, notre mystère Euh, Super? ouais, je le place aussi ouais top 10 sur la génération qu'il a couvert ouais oui c'est je pense qu'il est à sa place. Et tu es dans ton historique, tu le places. Enfin, qu'est-ce que tu retiens de lui en point majeur pour notre mystère Baron? Bah, c'est le parfait mélange de vitesse, créativité, hein, qui est surtout aussi un passeur qui est très 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 sous-estimé. Exact. Euh, Grosse finition aussi et athlétisme dans la globalité. Sachant que voilà le gars c'est quand même un petit bœuf hein, quand tu le Ouais. regardes hein, parce que c'est 1m88 pour 95 kilos hein, donc pépère
faut réussir à le bousculer. Après, la seule chose, alors là, ça va peut-être un peu la minute culture, si tu me permets, Damas. Non, je t'en prie, attends, on est ensemble, hein. Vas-y mon gars. Pour ceux qui ont besoin de se faire un peu une culture, on va dire streetball, pour le coup. Allez regarder sur YouTube, à l'époque où NBA TV retransmettait les tournois de streetball, donc dans les débuts des années 2000. Il participe notamment à l'Entertainers Basketball Classic, donc dit le tournoi EBC du Rocker Park, où il intègre l'équipe du Murder Inc. de Ja Rule. Oh là 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 là, tu m'as régalé. Voilà. Mais c'est voilà, avec lequel il fait équipe avec Derek Anderson, aussi des légendes du streetball, hein, telles que Prime Objective par exemple, contre l'équipe du Terror Squad de Fat Joe. Où là c'est un portefeuille de All-Star le truc. Tu as Cuttino Mobley, Stephen Marbury, Sean Marion, Jermaine O'Neal, et aussi des légendes du streetball. Tu as The Franchise, Ebola et The Best Kept Secret. Et voilà, c'est là où il a réellement obtenu son surnom de Too Easy. Et regardez ça sur YouTube, hein, l'épisode est disponible et franchement, c'est juste un régal. Oh non, magnifique. Par rapport à Baron Davis, dernier mot que moi je pourrais mentionner, pas très bon shooter de lancer franc, on va dire un grand accélérateur de jeu. Le mec te dynamise une équipe, un physique exceptionnel, malheureusement avec au pied d'argile, comme on pourrait dire, avec les genoux qui se blessent facilement, le dos, le poignet qu'on a oublié de souligner également, où il a été touché. Baron Davis concrètement restera pour moi un joueur qui a un goût d'inachevé qui est quand même assez évident parce qu'il aurait pu clairement faire mieux, notamment en termes de choix de carrière, mais surtout Allen Iverson, de sa propre bouche, mentionne que Baron Davis a été son plus grand défi en défense au niveau des meneurs et des arrières durant toute sa carrière. Merci Baron Davis.